Shalom et bienvenue à votre émission e-décryptage, la tribune des grands dossiers brûlants de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision, le tout premier numéro de l'année 2022. Quel plaisir de vous retrouver, amis téléspectateurs. 3 sujets à la une de cette émission. L'axe Paris-Bamako fermé. Les deux partenaires ne s'entendent plus sur la gestion de la question du djihadisme dans le pays. Les nouvelles autorités maliennes, à leur tête, le colonel Assimi Goïta, ont rompu toute relation diplomatique avec l'ancienne métropole pour se tourner vers un nouveau partenaire, la Russie de Vladimir Poutine. Avec nos consultants, nous retracerons la chronique de ce divorce. La Russie, il en sera également question dans le second sujet de votre émission. Les projecteurs de l'actualité mondiale, vous le savez, sont braqués sur l'Ukraine suite au bombardement de la Russie qui suscite beaucoup de réactions et d'interrogations à travers le monde. Et puis nous terminerons cette émission avec ce sujet des abus sexuels qui secouent l'Église en France. Selon un rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, plus de 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres pédophiles entre 1950 et 2020, des révélations qui interpellent. Nous décrypterons donc tous ces sujets de l'actualité avec nos consultants en politique africaine et internationale. Bonjour, docteur Samuel Maté. Bonjour Franck, comment allez-vous? Voilà, c'était un réel plaisir de vous retrouver. C'est super. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'économie et conférencier international. Bonjour, professeur Gadji Abraham. Bonjour, Colbert. Vous êtes agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public, directeur du laboratoire du droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Oui, c'est ça, oui. Voilà. En tout cas, merci tous les deux de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau pour ensemble parcourir la chronique de l'actualité africaine et internationale. Et nous démarrons avec le tout premier sujet. Cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables. Ce propos du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Des relations déjà très tendues entre Paris et Bamako sonnent alors le divorce, surtout marqué par l'expulsion de l'ambassadeur français du territoire malien et de la demande du départ sans délai des forces françaises du Mali. De son côté, l'Élysée parle plutôt de repli stratégique et décide d'aménager au Niger voisin sa force militaire Barkhane pour continuer la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Quels peuvent être donc les impacts de ce divorce entre Paris et Bamako? Et peut-on envisager un éventuel dénouement heureux de cette crise? Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont-elles cohérentes, légitimes? On décrypte juste après cette vidéo. Une violation flagrante et des résultats non satisfaisants. Voilà comment la junte au pouvoir a réagi au retrait des troupes françaises du sol malien. À travers son porte-parole, le gouvernement militaire défie même les autorités françaises. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Des exigences immédiatement rejetées par Emmanuel Macron. Le chef de l'État prévient, il est hors de question que la junte militaire ou toute autre organisation ne porte atteinte à la sécurité des soldats français présents au Mali. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Les troupes françaises ne quitteront pas la région du Sahel pour autant. Elles se repositionneront dans plusieurs pays voisins, notamment au Niger. Voilà, amis téléspectateurs, vous êtes donc à e-décryptage. Chers consultants, première question donc. Les nouvelles autorités maliennes n'ont-elles pas franchi le Rubicon en expulsant l'ambassadeur français de Bamako en guise de réponse aux propos du ministre français des Affaires étrangères, Dr Maté? Écoutez, ça a été une surprise. Ça a été une surprise parce que je pense qu'en histoire, la première fois qu'un pays francophone a chassé, je crois que c'était en Guinée, si mes souvenirs sont exacts, mais dans cette nouvelle ère que nous vivons, c'est la première fois qu'un pays francophone, véritablement, au-delà
de la période immédiate à l'acquisition de l'indépendance qu'un pays francophone chasse ou demande à un ambassadeur français de plier bagage. Et c'est un message très fort. C'est un message très fort qui a été accueilli par la masse qui était anti-français, je dirais, qui ont ce relent anti-français et qui a été rejeté, n'est-ce pas, par Paris. Mais il faudrait noter toutefois que le Mali n'a pas d'ambassadeur en France actuellement. Parce que depuis 2 ans que le Mali avait nommé un ambassadeur, ça a été rejeté par la France. Et depuis lors, la France et le Mali, la relation est unidirectionnelle. Parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur malien en France. Et c'est pour ça que certains se sont moqués de certains politiciens français qui demandaient à ce que la réplique soit faite. La réplique ne pouvait pas être faite parce qu'il n'y avait pas d'ambassadeur à pouvoir congédier. Mais c'est un acte très fort, un acte très fort. Professeur Gagui Abraham, est-ce qu'on peut dire que les autorités maliennes ont franchi le Rubicon avec l'expulsion de l'ambassadeur? Oh, je ne le crois pas réellement, parce qu'en fait, il faut lire l'évolution de la conscience africaine. En fait, j'ai comme l'impression que les autorités françaises ne prennent pas en compte l'évolution, la connaissance qui croît et de ce désir qu'ont les Africains d'avoir une grande ouverture. Hein. Et donc, il me semble que cette lecture n'a pas été suffisamment faite, en tout cas pas de manière systématique. Donc là, on pense qu'on a toujours affaire à des présidents ou à des dirigeants comme par le passé. Je crois que les données ont vraiment changé. Le monde, bien sûr, devient un gros village planétaire, hein, et on est informé de ce qui se passe. Et puis, il y a eu quand même l'institution de certains événements. N'oubliez pas que le monde, d'un monde bipolaire, on arrive à un monde unipolaire et ensuite un monde pluripolaire. Vous avez d'un côté, vous avez l'OTAN, le bloc occidental, de l'autre côté, vous avez les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui cherchent aussi à avoir donc une sorte d'entrée. Et souvenez-vous que la présence, on en parlera tout à l'heure, de la Russie en RCA, enfin, en République centrafricaine, avec un effort de pacification, a certainement donné l'impression que la France ne veut que pour protéger ses intérêts et ne faisait pas assez, n'est-ce pas, pour le Mali. Parce que n'oubliez pas que la France est présente au Mali depuis 8 ans. Et les attendants n'ont pas cessé, la crise persiste toujours. Selon ce qu'on a appris des autorités maliennes, la France aurait, je ne me connaissais pas parce que je n'étais pas, aurait bloqué l'entrée, n'est-ce pas, des soldats maliens dans la zone rebelle. Donc, bref, il y a un ensemble de choses qui, en fait, a contribué certainement à changer, à conduire à changer le comportement, n'est-ce pas, des autorités maliennes. Pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est plutôt le signe d'un désir de voir autre chose, de s'émanciper vraiment, d'être tout simplement indépendant, ou si vous voulez, d'être souverain. Et quand on parle de souveraineté, on parle de le fait d'avoir la compétence, sa propre compétence. Ça veut dire que je peux commencer avec vous, je peux commencer avec quelqu'un d'autre, et je n'ai pas besoin de recevoir l'instruction de qui que ce soit. Fut-il ou fut-elle une ancienne puissance coloniale. Donc, l'idée d'émancipation. Alors, est-ce que cette émancipation, on peut l'élargir à l'ensemble de la conscience africaine aujourd'hui? Et bien sûr, parce qu'en fait, quand on droit international, on dit souveraineté. C'est la compétence, sa propre compétence. C'est ce qui permet à un État d'avoir à l'intérieur de ses frontières aucun égal et d'avoir à l'extérieur de ses frontières aucun supérieur. Dans ce cas, étant souverain, donc pouvant déterminer mes propres choix nationaux et internationaux, je suis en mesure de choisir qui je veux. D'abord, le droit international n'interdit pas. Oui, mais dans cette souveraineté... D'abord, tous les États sont libres de choisir leur système économique, politique et social. Par conséquent, aucun État ne doit recevoir ou ne peut donner injonction à un État qui est supposé être souverain, de donner des orientations d'une part ou d'une autre, et d'autre part. Je pense qu'il me semble que les notions sont souvent je veux dire, proclamées, mais elles ne sont pas vécues parce que ceux qui veulent les villes, notamment les pays africains, sont souvent confrontés à un mur de résistance. Et il me semble que c'est peut-être ce mur-là que les Maliens ont voulu briser. Mais est-ce que ce n'est pas aussi aller trop loin que d'expulser un ambassadeur, même si on aspire à une indépendance, à une souveraineté, Dr Maté? Mais bon, le fait d'expulser un ambassadeur, pour moi, c'est pas quelque chose de grave. Si on doit le placer sur une échelle de 1 à 10, 10 étant plus grave, je l'aurais mis à 4. Et il y a des choses encore plus graves que cela, parce que l'ambassadeur, on en a vu dans d'autres cas, il est expulsé, il peut revenir. Donc, il s'agit de pacifier. Moi, je pense que c'est
c'est le moyen le plus gentleman de pouvoir dire on n'est pas d'accord avec vous et il faut qu'on discute de certaines choses. D'accord. À la tribune de la 16e Assemblée générale de l'ONU, le 25 septembre 2021, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, accusait la France d'abandonner son pays en plein vol. Je cite donc le Premier ministre. Pendant qu'Al-Qaïda multiplie ses attaques, la France, notre principal allié, décide de quitter sa zone d'influence pour se concentrer sur la zone des 3 frontières. Alors, question, comment expliquer ce choix de la France pendant que l'opération Barkhane, la force française était vraiment nécessaire au Mali pour faire face aux assauts djihadistes? Ouais, ce choix évident, en fait, après le coup d'État, il faut le dire. Alors, vous voyez que... Bon, j'ai mes collègues maliens qui sont à l'université, qui enseignent. En fait, on a eu l'impression, en tout cas du moins, pas moi, mais l'impression, est qu'il y avait une approche à géométrie variable. Okay. Un gouvernement est établi, mais la situation de sécurité ne s'améliore pas du tout. Beaucoup se demandent, est-ce qu'il fallait laisser le gouvernement en place, continuer et conduire le pays dans le mur, ou est-ce qu'il fallait faire quelque chose? Il y a cette lecture qui a été faite. Bien sûr, je suis contre les coups d'État, mais absolument. Donc, moi, je suis en train de simplement expliquer la situation. Donc, ne pensez pas que je suis pour les coups d'État. Je suis en train d'expliquer ce qui a été dit et que je comprends parfaitement. Lorsqu'on a une modification de constitution ou manipulation des résultats pour se mettre au pouvoir, est-ce que, dans le fond, in fine, est-ce que ce ne serait pas la même chose que de faire un coup d'État, n'est-ce pas, pour s'occuper des problèmes sécuritaires? Voici la lecture faite. Il me semble bien entendu que quand on tient compte du contexte, on pourrait comprendre. Je dis bien on pourrait, j'ai mesuré mes mots, je dis on pourrait comprendre ce qui, évidemment, a poussé, n'est-ce pas, la junte ou les militaires maliens à prendre le pouvoir. Parce qu'en fait, l'idée principale, c'est de rendre effective, n'est-ce pas, une lutte réelle contre les djihadistes. Finalement, en laissant la France dominer ou avoir le contrôle du pays, ils avaient l'impression qu'ils étaient des assistés, ce qu'on appelle en droit un majeur, enfin un mineur, enfin, un majeur incapable. C'est-à-dire ils sont majeurs, mais ils sont incapables de faire comme un éternel assisté. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes prendre les armes et puis libérer notre pays? Parce que personne ne peut bien défendre un pays que ses propres ressortissants. Je crois que c'est comme ça. Il faut lire l'attitude, n'est-ce pas, des Maliens, et non pas en voir aux Maliens, je pense les défendre, hein, des personnes qui veulent forcément humilier la France, montrer qu'ils sont les bras forts. Non, les Maliens veulent complètement se prendre en charge. Ils demandent juste l'assistance, ils demandent juste de l'aide. On les aide à pouvoir le faire et sans recevoir une instruction qui que ce soit. C'est comme ça que je lis leur réaction. Docteur Maté, vous partagez le point de vue du professeur Gadi Abraham? J'ai une autre manière de voir les choses par rapport au fait que les Français se sont concentrés sur une autre zone aussi également au-delà de la souveraineté. Les Français ne se sont pas concentrés sur la zone qui intéressait les Maliens et se sont concentrés sur une autre zone parce que ce qui intéresse la France, au fait, ce n'est pas le Mali. Ce que la France a vendu à l'Europe, c'est que pour la protection de l'Europe, il faut contenir le djihadisme en Afrique. Et c'est pourquoi la France, Takuba, etc. Et donc, les choses que les gens disent, c'est qu'eux, ils se concentrent parce que en termes de stratégie, on va toujours sur les priorités. Donc, que les Français se concentraient sur ce qui était la priorité de danger qu'il fallait éliminer par rapport à l'Europe. Eux, ce qui les intéressait, c'était la sécurité de l'Europe. Et en même temps, comme l'a dit le professeur Gadi, on se pose des questions après, que vous avez passé 8 ans quand même. Mais les gens répondent à cela que mais les Américains ont passé plus de temps en Irak. Ouais. Alors plus loin, le Premier ministre malien, Choguel Maïga, je le cite encore une fois, dit « Nous sommes en train de chercher des solutions. Cette solution semble visiblement être, bien entendu, la force paramilitaire russe Wagner. Est-ce que vous croyez en cette solution ?» Mais écoutez, le professeur Gadi tout à l'heure parlait qu'on est passé d'un monde bipolaire à un monde unipolaire et ensuite on est repassé à un monde pluripolaire. Mais attention, aujourd'hui je regardais une interview de Jacques Attali, le fameux économiste français. Il y a 10 ans, il parlait déjà de la guerre d'Ukraine et il disait ceci qui m'a beaucoup intéressé. Il dit, si jamais l'Ukraine est attaquée par la Russie, il y a 10 ans, hein, si jamais l'Ukraine est attaquée par la Russie, il y a 2 solutions. La première, qui est la mauvaise, il y a 2 suites que ça va entraîner. La première, qui est la mauvaise, ça va entraîner une 3e guerre mondiale. Et il dit, le deuxième effet, qui est la moins mauvaise, c'est que ça va recréer un semblant, n'est-ce pas, de guerre froide.
où vous allez avoir le bloc de l'OTAN qui vont se positionner et ensuite le bloc russe qui vont se positionner et qui vont amener cet affrontement, parce que c'est ça la guerre froide, qui vont exporter cet affrontement dans différents pays pour essayer de convaincre les autres pays. Et je pense que c'est à ça qu'on a commencé à assister au fait. Professeur Gadi, est-ce que la force russe paramilitaire Wagner est la solution au Mali aujourd'hui? Alors, j'ai entendu le Premier ministre malien, Sugar Maga, dire que ils n'ont rien à voir avec Wagner. Ils ont demandé le soutien des coopérants russes. Donc la lecture est différente. N'oubliez pas que les relations internationales sont caractérisées par deux choses, par la violence et par le mensonge. C'est cela. La violence parce que les plus forts s'imposent aux plus faibles, et le mensonge parce qu'on peut manipuler des images et vous faire croire le contraire pour avoir la haine contre l'autre. Donc le Mali dit on n'a pas affaire à Wagner, on a affaire aux coopérants russes. Bon, on croit qui? Et je crois qu'il a dit de te mentir. En fait, nous sommes dans la récomposition du monde et beaucoup de pays, grandes puissances, ont pris conscience que l'Afrique constitue l'enjeu majeur. C'est le continent à la fois qui est immensement riche, qui est en même temps pauvre. Par exemple, tout est à faire chez nous. Nos maisons doivent être détruites pour être reconstruites, nos routes. Mais tout. Quel paradoxe. C'est ça, tout est à faire chez nous. C'est-à-dire que si un continent, il faut investir massivement, c'est ici. Et donc, les autres ont compris qu'attention, l'Afrique est un enjeu. Et il me semble que la Russie aussi a vu une possibilité d'exporter sa science militaire. Je ne défends pas la Russie, je suis entré par le droit international. Avoir une science militaire pour, n'est-ce pas, récolter quelques dividendes. On a vu même en Éthiopie, ils ont fait appel un peu aux Russes. Un RCA. Maintenant, on pense au Mali. On ne sait jamais si ça se passait au Burkina Faso, au Niger, on ne sait pas. Donc, chaque pays essaie d'avoir sa zone d'influence. La France a son d'influence, les États-Unis ont une zone d'influence qui est toute l'Amérique. En un mot, est-ce que vous croyez à cette solution russe? Par rapport au Mali? Oui. Bon, on attend les résultats parce qu'on fait une guerre semaine sur des mois et des mois. Pour l'instant, ça fait quand même quelques mois, on a l'impression que les Maliens maîtrisent la zone. Il y a 2-3 jours, il y a eu quand même des attentats. Les attentats ne vont jamais finir. Est-ce que les Maliens sont en train de prendre le dessus? Nous l'espérons vraiment parce que c'est un pays voisin. C'est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Et nous, même en Côte d'Ivoire, on commence à avoir quelques actions. Je dis, et on ne souhaite vraiment pas que ça s'étende. Il faut absolument que les pays travaillent en coopération, de manière de coopération pour que cette violence militaire... Aussi rapidement, pourquoi l'Afrique se réfère toujours-t-elle à l'extérieur? Oui, parce qu'on a quand même des forces ici, on a la force de la CEDEAO. Oui, mais je l'explique, nous sommes des majeurs incapables. Nous sommes des majeurs incapables. On a confié notre sort aux autres. Et ça, c'est la vraie catastrophe. Même à l'université, partout. Je m'excuse, des fois, je vois des boulangeries, pain doré français. On a encore, je ne sais pas qu'on a en France, mais il dit, on ne s'est pas libéré mentalement. De sorte que nos référentiels se trouvent en Occident. Mais c'est une erreur. Nos référentiels ne se trouvent aussi non plus en Chine. On doit avoir des solutions endogènes, en nous-mêmes, et coopérer avec tout le monde. Avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Américains, avec les Pakistanais, avec les Russes, avec les Français, les Britanniques. On doit être ennemi de personne, on doit être ami de tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent nous aider à avancer sont nos amis. Et pour moi, il n'est pas question de se comporter comme des majeurs incapables, des personnes qui espèrent toujours que l'autre viendra vous aider. Personne ne nous aidera si nous-mêmes on n'est pas en mesure de nous aider. Et pour moi, ça va être le vrai drame d'un pays ou d'une nation, d'un peuple. C'est de penser que l'autre fera son bonheur. C'est impossible. Je l'ai dit tout à l'heure, les relations internationales sont basées sur deux choses. Sur la violence et le mensonge. Et le mensonge. Votre point de vue en deux phrases, l'Afrique toujours dépendante Oui, toujours dépendante, mais parfois cette dépendance est nécessaire pour nous affranchir. Mais c'est pour ça en économie, on parle du temps de transfert. C'est-à-dire que quelqu'un peut toujours venir t'enseigner, être mieux que toi, ils ont une expertise, mais il ne faut pas que cette expertise soit dans la durée. Il faut qu'on prenne conscience que si on a des coopérants, des techniciens, on se réfère aux autres, c'est pour apprendre et c'est pour être autonome. Et justement, le problème de l'Afrique, c'est que le professeur a parlé de majeurs dépendants, c'est que ce temps d'autonomie devient trop long. Oui, ça devient trop long. Est-ce que vous voyez? Parce que des pays comme si vous voyez, il y a eu avec son Dubaï, et comme Singapour, etc., qui étaient au même niveau que nous. Que l'Afrique. Et rapidement, eux, ils sont passés en phase adulte. On parle des dragons d'Asie aujourd'hui. Ils sont passés en phase adulte autonome. Mais l'Afrique peine. Et c'est ça qu'il faut combattre.
Et ce que j'aimerais terminer avec ça, c'est que la Russie a commencé assez tard à s'intéresser à l'Afrique. Ouais, c'est vrai. Peut-être pour diverses raisons, pour le fait que... Mais ça, c'est votre appréciation personnelle. Non, Certainement que... c'est pas mon appréciation personnelle, c'est la vérité. C'est seulement en 2019, ok? C'est en 2019 qu'il y a eu le premier sommet Russie-Afrique. Afrique à Sochi. Oui, à Sochi. Et le deuxième était prévu en 2020, je crois. Oui. Mais avec la Covid, ils ont reporté ça en 2022, en novembre et décembre en Éthiopie. D'accord. Alors, la France décide d'installer ses soldats au Niger voisin, en partant du Mali. Comment voyez-vous cette cohabitation entre soldats français et population nigérienne, qui d'ailleurs s'est opposée à un convoi de soldats français? Non, on voit ça mal. Oui. On voit ça mal parce que... Est-ce que cette cohabitation est possible? Non, pour moi, ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Les mentalités ont évolué et le taux de scolarisation qui était peut-être de 20% est passé à 70% et plus. Et l'accès à l'information, l'Internet, etc., même si le gap digital et numérique existe, mais elle a été significativement réduite. Et on se rend compte que les gens aujourd'hui sont conscients des choses. Et une force étrangère armée qui vient s'installer et à qui, à cause de nos dirigeants, de nos leaders, on donne un chèque en blanc. On a parlé des viols, on a parlé de plusieurs choses, des exactions, etc. Mais ils sont comme des gens qui sont intouchables. Donc, il y a cette révolte de la population, quel que soit le pays. Parce que vous voyez des forces venir s'installer chez vous. Et une fois, j'ai fait un post sur ça, je dis, mais et si les Africains allaient installer une base en France, est-ce que les Français seront d'accord? C'est impossible. Professeur Gadi, votre avis sur la question, est-ce que la cohabitation soldats français et population nigérienne? Deux choses par rapport à la Russie d'abord. La Russie a été aussi à essayer avec la crise, la guerre de l'Angola en 1975. Mais il faut savoir qu'après la chute du mur de Berlin, la Russie a été affaiblie sur le plan économique. Et donc, on n'a pas pu vraiment avoir un accès. Je ne le souhaite pas forcément, c'est juste un détail que je fais. Elle a essayé, la Russie, mais bon, ses limites économiques ne l'ont pas permis de pouvoir faire comme les autres. Maintenant, je pense que la présence française dans les pays d'Afrique sahélienne, en fait, c'est beaucoup plus pour eux-mêmes. Pour les Français, pour les Européens. Parce que c'est vrai, l'idée c'est de contenir, faire en sorte que les djihadistes ne se répandent pas pour, bien entendu, attaquer l'Europe. Mais ça va être difficile parce qu'effectivement, il faut tenir compte des sentiments des peuples. On est encore dans cette logique, c'est-à-dire, on se dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'après 60 ans après l'indépendance, dans 50 ans 60 ans. 60 ans. 60 ans après l'indépendance, on a encore des bases chez nous. Bon, on dirait Est-ce que la France refuse d'admettre l'évolution de en fait, moi, je pose des questions. Et je pense que je crois qu'en France, il y a des personnes qui se posent des questions, mais pas qu'en France. N'oubliez pas que les Américains sont aussi présents en Allemagne. Ils sont présents au Japon. Ils sont présents partout. Vous voyez, les vainqueurs, en fait, les trois grands vainqueurs de la guerre mondiale, c'était les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Grande-Bretagne. Et ces trois puissances ont des bases militaires partout. Et ils n'ont pas envie que le monde change parce que ça ne serait pas à leur avantage. Voilà, ce que font les États-Unis, ce que fait la France, ce que veut faire la Russie, ce que fait la Russie également. Chacun veut étendre sa zone d'influence, n'est-ce pas, pour montrer qu'effectivement, il est au contrôle. Et cette lecture, on doit la voir. Nous, Africains, je me répète encore, notre salut ne sera pas dans nos relations avec la Russie, avec la Chine, avec la France et les États-Unis. Notre salut, ça sera avec nous-mêmes. C'est bien compris, professeur. Dernière question sur le sujet malien. La durée de la transition a suscité des sanctions économiques et diplomatiques de la CEDEAO et de l'UEMOA. La transition malienne parle de 5 années de transition. Le Mali pourra-t-il supporter le poids de ces sanctions? Oui, je réponds rapidement. D'abord, les assises maliennes avaient proposé entre 6 mois et 5 ans. Ils n'ont jamais dit 5 ans. Je pense qu'il y a eu quand même mensonge aussi. Entre 6 mois et 5 ans, il y a l'intervalle. Mais ils sont indécis aussi. Non, il y a un intervalle. Maintenant, comme il y a une communauté régionale qui est la CEDEAO, c'est des négociations qu'on pouvait donc trouver. Mais directement, on a frappé sur 5 ans. Je pense qu'il y a eu mensonge pour moi, quelque part. Les sanctions, bien sûr, bon, là, c'est le procès. Le mensonge n'a pas été démenti aussi. Non, mais j'arrive. Les sanctions, il faut le dire, aucun texte de la CEDEAO ne prévoit ce genre de sanctions. Il me semble que des fois, quand on veut prendre une décision, il faut quand même regarder les tests. Bon, ça, c'est un peu la déformation du procès de droit. Lorsque quelque chose se passe, je regarde que disent les tests. Est-ce qu'on n'adopte pas les tests aussi, Constance? Bon, les tests n'ont rien prévu
il n'y a pas de sanctions sans test. Mais on a pu trouver d'autres moyens. Mais les On parle sanctions... de jurisprudence aussi. Non, il n'y a pas de jurisprudence ici, puisqu'en fait, on est carrément à côté du droit. La jurisprudence, c'est quand il y a le droit. Quand on applique le droit. Pour la première fois, en fait. D'accord. Mais là, ici, on n'est pas dans une approche politique, on n'est pas dans une approche juridique. Ils sont dans une approche politique. Dans ce cas, ça peut se comprendre. Parce que tout n'est pas basé sur le droit. Il y a peut-être des pressions politiques qu'on a voulu exercer sur le Mali, que je peux comprendre d'ailleurs, parce qu'il faut absolument qu'on revienne à la légalité constitutionnelle. Mais encore faut-il que ça se passe dans une condition paisible. Et c'est ce que disent les Maliens, que le pays n'est pas suffisamment en paix pour organiser l'élection. Pour moi, il aurait fallu qu'il y ait négociation. Sans doute, il y a eu des dérapages, certainement, en termes de comportement, je ne sais pas. Mais on constate que si le Mali a une crise, nous, en Côte d'Ivoire, on subirait la crise. Et je crois que pour lui, il faut absolument aller vers la résolution de la crise, certainement trouver des mécanismes. En un mot, le Mali internes. pourra supporter ces sanctions? Non, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut aller vers une approche consensuelle parce que ça ne sera pas dans notre intérêt que le Mali sombre. Ça ne sera pas dans notre intérêt que la Côte d'Ivoire, enfin, d'un pays que la Côte d'Ivoire sombre. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une lecture africaine, régionale, sereine et trouver les moyens les moins violents pour que le Mali sorte de la crise, peut-être arriver à une négociation de 1 an ou 2 ans, 1 an et demi peut-être, et puis trouver les moyens pour que le pays soit pacifié aussi, parce qu'effectivement, on peut faire des élections, mais si le pays n'est pas en paix, qu'est-ce qu'on fait? Bref, il y a un ensemble de choses qu'il faut doivent être décidées. Bref, il m'arrête. Docteur Maté, votre avis sur la question, le Mali pourra-t-il supporter le poids de ces sanctions? Écoutez, la question va au-delà de cela, parce que les sanctions, comme l'a dit le professeur Gadji, sont hors. Mais le problème ici que la prise de ces sanctions a mis sur la table, c'est le problème du 2 poids 2 mesures de la CEDEAO. Où quand la CEDEAO, il y a des viols de constitution, il y a des tripatouillages et que la population est brimée, la CEDEAO ne crie point. Et ensuite, quand les instances même de la CEDEAO, et par exemple la Cour de justice de la CEDEAO, etc., prend des décisions contre un État et que ces États refusent de l'appliquer et le disent ouvertement, on ne va pas l'appliquer, et la CEDEAO ne bronche pas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça qu'après les gens se sont parlé, ont commencé à parler de la CEDEAO, des présidents, des chefs d'État, de la CEDEAO. Et maintenant de se dire que... Est-ce que vous avez une crainte pour... C'est 5 ans. C'est vrai, les Maliens disent que 5 ans pour pacifier le pays, je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux parce que c'est trop. C'est trop, ouais. Peut-être 1 an et demi. Peut-être 1 an et demi. Parce qu'au Burkina, à côté, c'est 3 ans. C'est vrai que ce n'est pas trop les mêmes contextes. Ils ont négocié, le Burkina, ils ont négocié. Oui, mais quand même 3 ans. Ils ont négocié. Oui, c'est-à-dire que le temps de pacifier, parce qu'on ne peut pas dire on va contenir à jamais les États-Unis. Mais il faut aussi voir, j'allais dire, la taille du Mali. Pour parler d'années, c'est un pays très vaste. Non, c'est-à-dire, ce que je voudrais dire, c'est que un pays ne sera jamais pacifié. Impossible. Même si on leur donne 100 ans. Les États-Unis, on continue d'avoir des attaques un peu partout, etc. Même quel que soit le cas, vous ne serez jamais pacifié. D'accord. En un mot, est-ce que vous croyez que le Mali pourra supporter ces sanctions? Je pense qu'il y aura des problèmes à terme, mais si le Mali perdure, il va gagner une certaine indépendance. Je vous explique. Récemment, je partais au Tchad, et on a pris un avion, je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire de la publicité, et on est passé par l'Éthiopie. Et la moitié du vol, c'était des Maliens. Et je causais avec eux, ils m'ont dit, comme à cause des sanctions, on passe par l'Éthiopie pour aller maintenant au Mali. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, c'est vrai, les sanctions frappent, un peu comme le cas du Cuba dans le temps, mais après, les gens s'organisent. Et c'est dangereux. C'est ce qui est en train de se passer avec la Russie et le système SWIFT. La Russie est en train de créer maintenant un autre système. Donc, si les Maliens perdurent, ils peuvent trouver le moyen de gagner une certaine indépendance. Voilà, tu as bien dit sur la question malienne, la Russie, je pense que le pont est trouvé. Nous parlons maintenant Russie. La Russie a lancé une offensive militaire contre l'Ukraine le jeudi 16 février 2022 et depuis, les attaques s'intensifient. Plus d'1 million de déplacés en moins de 15 jours de guerre. Lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement
immédiatement de recourir à la force en Ukraine. Au-delà des discours et des spéculations, quelles sont les causes réelles de ce conflit? La guerre lancée par Poutine dessine-t-elle les contours d'un nouveau monde imprévisible et bien plus dangereux que durant la guerre froide? On en parle juste après cette vidéo. Vladimir Poutine reste déterminé à poursuivre l'offensive en Ukraine. Le président russe a affirmé que tout se passait selon le plan. Une rhétorique guerrière qui n'a pas manqué d'alerter le président français qui s'est entretenu par téléphone avec lui pendant 1h30 ce jeudi. Le pire est à venir selon Emmanuel Macron qui souhaite tout de même maintenir le contact avec un Vladimir Poutine intransigeant qui affirme que Russes et Ukrainiens sont un seul et même peuple. L'objectif du Kremlin reste la démilitarisation de l'Ukraine et un statut neutre pour le pays. Les propos de Vladimir Poutine à l'égard du régime de Kiev sont extrêmement virulents. Aujourd'hui, sur le territoire ukrainien, nos soldats se battent pour la Russie, pour une vie pacifique des citoyens du Donbass, pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine, afin que toute rhétorique anti-Russie créée pendant des années à nos frontières par l'Occident ne puisse pas nous menacer, y compris avec des armes nucléaires. De son côté, le président ukrainien a martelé que si son pays était défait par la Russie, les pays baltes et l'Europe de l'Est seraient les prochaines cibles du Kremlin jusqu'au mur de Berlin, a-t-il alerté. Volodymyr Zelensky a aussi déclaré être prêt à parler à Vladimir Poutine, seule solution selon lui pour arrêter la guerre. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, première question, cher consultant. Nous avons connu en 2001 la guerre en Afghanistan, en 2003 la guerre en Irak, en Syrie c'était en 2011. Aujourd'hui 2022, une autre guerre fait d'énormes victimes à travers le monde, notamment le conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait justifier, selon bien entendu votre fibre chrétienne, justifier ces guerres à répétition dans le monde? Professeur Gali. Ok, voilà, je pense que je réagis à votre expression, la Bible chrétienne, moi en tant que pasteur. Nous ne sommes pas surpris par les événements. Mais comme il s'agit d'une mission d'actualité, je vais rappeler que ce n'est pas la première crise. D'abord, parce qu'on le dit pas, mais on est dans une confrontation Russie-États-Unis, de manière indirecte, oui, par l'Ukraine interposée. Ah, okay. En 1943, il y a eu quand même la crise avec Staline quand il est mort. En 1964, c'était avec Khrouchtchev. La crise du Cuba, 59, 61. Et puis, avec Gorbatchev, avec la perestroïka et la glasnost. Donc, il y a eu chaque fois des crises répétitives. Parce qu'en fait, le monde fonctionne ainsi. Par crise, pour moi, ces crises contribuent à faire asseoir un nouvel ordre international. Donc, je ne sais pas si que dans 20 ans, il y a une autre crise encore plus grave. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale parce que les pays sont surarmés. Mais certainement, c'est une crise dans laquelle on se fait peur pour marquer son territoire et montrer sa zone d'influence. En fait, c'est fondamentalement cela. Ce n'est pas autre chose que le fait que l'OTAN veut attaquer la Russie parce que l'OTAN est présent en Pologne. Est présent en Pologne. La Pologne, c'est la frontière de la Russie. Donc, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus parce que la Russie veut avoir sa zone d'influence comme les Américains ont leur zone d'influence, comme les Français, comme les Britanniques. Et comme la Chine également, il n'y a que nous, Afrique, qui n'avons pas de zone d'influence. Et bien entendu, si tout ensemble est réuni, alors on va vers une sorte de récomposition du monde qui pourrait, je ne dis pas quand, aboutir à un seul gouvernement mondial. Parce que si les crises perdurent, qu'est-ce qu'on va dire? Mais pour qu'on arrête ces crises, pour qu'on ne pas se mettre d'accord sur un genre de gouvernement, on a déjà tout, vous avez Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Bref, ces crises vont forcément aboutir à un nouvel ordre mondial. C'est la logique qui se dessine, parce qu'on dira, pour ne plus qu'on assiste à cela, il faut qu'il y ait un pouvoir fort, un homme fort, qui pourra donc dire à celui-ci, à cela, on s'incline, on se retire. Voilà à la fois la lecture, à la fois des relations internationales, mais une lecture biblique qu'on peut faire de ce qui s'est passé en Ukraine. D'accord. Docteur Maté, votre lecture, partant de votre foi chrétienne, de cette situation de guerre à répétition dans le monde? Bon, je suis un peu à porte-à-faux avec le professeur, dans le sens que, premièrement, comme il a dit, ce sont des choses qui ont été annoncées dans la parole de Dieu. Que vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Et c'est clair, on voit des guerres, on voit des bruits de guerre. Et ça ne sera que la première phase. Et ce sont des choses qui vont continuer. Mais qui préparent effectivement peut-être au gouvernement mondial, à la bête. Est-ce que vous voyez? Mais la question qui se pose ici, c'est qui sera la bête? Est-ce que ça sera une personne au niveau mondial? Est-ce que ça serait une reformulation des Nations Unies qui aujourd'hui essaie d'être un peu comme
ce gouvernement mondial. Dont la parole de Dieu parle. Mais ce qui est clair, c'est que la parole de Dieu nous a déjà aligné ce qui va se passer avant la venue du Christ. Et ce sont les choses qu'on voit malheureusement et qui vont s'accélérer, les guerres, les crises vont s'accélérer selon la même parole de Dieu. D'accord. Alors l'Ukraine, on va le dire, qui est au cœur donc de cette situation, n'est pas le seul pays européen de l'Est à vouloir intégrer l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Hongrie, la Pologne, la République tchèque ont déjà joint cette organisation en 1999. Pourquoi le cas ukrainien suscite-t-il autant de remue-ménage dans le monde? Mais il faut voir le cas des États-Unis. Bon, le professeur a parlé de ça. C'est-à-dire qu'au fait, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie par pays interposés. Et quand la Russie a voulu mettre des missiles nucléaires au Cuba, les États-Unis n'ont pas voulu. Ils ont lutté contre ça. Et les Russes ont été la baie des cochons, etc. Les Russes sont partis. Mais les États-Unis alors veulent faire la même chose à la Russie. C'est-à-dire venir mettre à la frontière de la Russie elle-même, la nouvelle Russie. Parce que si on veut parler de l'URSS, ils ont déjà bouffé plein de territoires. Venir mettre à la frontière de la Russie des missiles nucléaires, ça ne peut pas être possible. Inacceptable. C'est inacceptable. Oui, il y a une dimension idéologique que j'ai expliquée. En fait, Poutine n'a jamais accepté la décomposition de l'URSS. Jamais. Et il a même pensé que Gorbatchev avait commis une erreur. Quand il parle de glasnost et de perestroïka, c'est une erreur. En fait, Gorbatchev n'a jamais voulu contribuer à l'éclatement, à la disintegration de l'URSS. Non. Il pensait que le pays devait être modernisé. Et c'était le cas, parce qu'au plan économique, administratif, la Russie n'est pas encore très modernisée. Donc, il voulait le faire. Et puis, cette entrée de modernisation a entraîné l'éclatement de l'URSS. Et pour Poutine, c'était une erreur. Il fallait absolument que la Russie retrouve sa force. Et c'est un peu ce côté idéologique qu'il ne faut pas du tout oublier. Parce que, je le dis encore, l'OTAN est déjà en Pologne. La Pologne, ça fait la frontière, la Roumanie. Donc, ce n'est pas vraiment une question de présence des missiles de l'OTAN en Ukraine. Parce qu'ils sont déjà présents en Pologne. C'est beaucoup plus pour retrouver une force qui a été disloquée. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? C'est possible parce qu'en fait, il faut voir, les États-Unis dominent le bloc occidental. Vous avez la Chine qui domine le bloc oriental, et la Russie veut aussi avoir son mot à dire. Et c'est pourquoi la Russie cherche à aller vers l'Afrique. Donc c'est une lutte pour que la Russie s'exprime. Quand vous voyez un peu le nombre de pays africains qui sont abstenus de connaître la Russie, l'abstention est en réalité une opposition à la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Professeur, donc quelque part, on a l'impression que comme nous, on a subi également la présence des colonisateurs, quelques pays africains applaudissent, peut-être en cachette, la montée en puissance de la Russie qui pourrait être un sauveur éventuel. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais, professeur, tout à l'heure, vous avez dit que c'est possible, cette recomposition de l'URSS. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont connu leur indépendance. Non, enfin, je veux dire, mais ça commence là. L'élément l'a dit. S'il réussit à le faire en Ukraine, ben, par là, on verra que l'OTAN est faible. Si l'OTAN est faible, si on essaie avec un, on peut essayer avec deux. Ou du moins, on crée une confiance dans les autres pays en indiquant que la Russie est assez forte pour vous protéger si vous rébellez contre l'ordre ancien. En fait, c'est la lecture qu'il faut avoir. Donc, au-delà de la présence militaire, c'est plus une approche géostratégique, une approche de retrouver un passé qui est un peu éterni. Et il faut préciser, tous les États sont dans cette logique. Il a dit, il appelle la crise du Cuba. Les États n'ont jamais voulu que Khrouchtchev soit présent, que l'URSS, enfin à l'époque, présente ses missiles à 2 heures des États-Unis, parce que Cuba est à peu près à 1 heure de Miami, de la Floride. Ce n'était pas question. Donc en fait, on est dans un monde qui est en recomposition, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et je suis sûr que ça ne va pas s'améliorer. Docteur Maté, vous croyez en cette recomposition de l'URSS éventuellement? De l'ex-URSS? Bon, je pense que ça sera difficile. Ça sera difficile, mais pour moi, ma lecture est plus en termes de ligne rouge. C'est-à-dire que Gorbatchev a permis que la Pologne rentre dans l'OTAN, il a laissé faire, etc. Et je pense que pour lui, sa première réaction à ça, c'est l'annexion de la Crimée.
pour dire que, attention, vous allez trop loin. Et l'Ukraine, pour moi, c'est pour dire, vous êtes en train de franchir la ligne rouge. Et ça, je ne vais pas laisser. Mais je ne crois pas, comme l'élément l'a dit, qu'ensuite il va annexer l'Allemagne, etc. Je ne crois pas. Est-ce qu'on pourrait dire derrière que cette politique de Gorbatchev, la glasnost et la perestroïka, aujourd'hui est la conséquence de ce que se passe en Ukraine? Non, il faut préciser la transparence. Gorbatchev voulait moderniser, il faut le préciser, la Russie. Enfin, l'URSS voulait moderniser, mais je dis bien moderniser. C'est quand même un pays immense de 22 km², qui a une bonne partie qui est sous la neige. Il fallait quand même que le pays soit modernisé. Sur le plan économique, la Russie a quand même besoin de faire des efforts. C'était ça l'objectif. Mais évidemment, il y a eu la pression et le pays a été disloqué. Évidemment, moi, je ne crois pas non plus qu'on va revenir à l'URSS d'avant. Mais je dis que la Russie veut s'affirmer et veut avoir son mot à dire dans la composition du monde. Je précise qu'on a les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa. C'est un bloc qui n'est pas homogène, mais qui veut se présenter comme un bloc alternatif à la pensée occidentale, qui peut être des fois une pensée unique. Et veut ce que veut dire, nous sommes aussi là, on peut vous protéger, on peut vous défendre. Alors, professeur, la Chine est indécise, un partenaire depuis longtemps de l'URSS dans cette question. On a également la Turquie et l'Allemagne qui envoient des armes. Il faut préciser que la Chine prêche pour elle-même. La Chine ne fait confiance à personne. Dans l'histoire, je termine ma question. Allez-y. Elle est indécise. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce manque de position de la Chine est la conséquence des grands marchés qu'elle a en Amérique et en Europe? Mais vous l'avez dit, la Chine prêche pour elle-même. La Chine a eu des soucis dans le passé avec la Russie. Vous savez très bien. Et donc, la Chine a une mémoire. En fait, la Chine regarde non pas du côté de la Russie, la Chine regarde du côté des États-Unis. Pour la Chine, le rival, c'est d'abord les États-Unis. Et donc, c'est par rapport à ce pays que la Russie se positionne. J'ai une collègue qui est politiste et qui a été en Chine et il a vu le département des affaires étrangères de la Chine. Mais un département immense consacré uniquement sur ce qui se passe vers les États-Unis. C'est vraiment là qu'il regarde. Et donc, la Chine n'a pas forcément intérêt à s'allier totalement avec la Russie. Non, la Chine va regarder de son côté qu'est-ce qu'elle peut en tirer pour triompher. Parce que la Chine sait que la Russie est surarmée. Et la Chine a besoin de se positionner comme étant non seulement un pays puissant, mais un pays économiquement, militairement puissant, mais économiquement puissant pour être une alternative crédible, aussi bien à la Chine, à la Russie qu'aux États-Unis. Donc, je ne suis pas très sûr que la Chine ira les yeux fermés soutenir la Russie. La Chine verra si ses intérêts ne sont pas en jeu ou en danger, elle pourra choisir son camp. Mais je répète encore, la Chine joue pour elle-même. Elle joue sur ses intérêts. Oui. Docteur Maté, position de la Chine, commentaire? Écoutez, la Chine, c'est clair que la Chine, aujourd'hui, son premier objectif est économique. Et elle est en train d'atteindre cet objectif économique, vu que les États-Unis eux-mêmes reconnaissent que d'ici au plus 5 ans, la Chine serait la première puissance économique. Et ce qu'elle va ajouter, c'est cette puissance militaire. Et à la fois, on regarde une Chine qui ne veut pas prêcher la violence, mais qui veut s'accommoder avec tout le monde et à la fois insidieusement installe aussi des bases Djibouti, en Afrique, etc. Taïwan aussi, d'ailleurs, du côté de Taïwan aussi. Oui, absolument. Et qui fait de l'annexion aussi. Oui. Bon, c'est vrai si c'est sous Hong Kong, Taïwan. Oui, bien sûr. Et tout. Donc, ils sont tous c'est-à-dire qu'ils sont tous dans la même posture. Est-ce que, de pouvoir annexer tout autour d'eux. Il faut qu'on nous aussi, à nous, Africains, nous réalisons que, je le répète encore, non, ça ne viendra pas d'ailleurs. Nous-mêmes, on doit réfléchir à nous-mêmes, voir comment on peut se débrouiller. Alors, dernière question, cher consultant, sur la question ukrainienne. Poutine parle de dénazifier l'Ukraine. Que faut-il entendre par cela? Non, c'est de la propagande. C'est de la rhétorique. C'est de la propagande, parce que l'Ukraine, d'abord... Mais il y a quand même des pro-nazis en Ukraine, à l'image du président lui-même. Non, je pense que ça a été un peu exagéré. C'est la guerre de l'information. C'est tout. Ça a été un peu exagéré. Et il faut comprendre aussi une chose. La Russie a commencé à annexer l'Ukraine depuis 2014 avec Donbass. Donc il y a cette région déjà qui appartient à la Russie.
En fait, il n'y a pas de Russie, mais que la Russie cherche à annexer la déjà Donbass. parce que les Russes, Voilà, c'est ça, les russophones. les russophones et tout, etc. Il ne reste plus assez de temps, on va aller rapidement. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, après, c'est que l'Ukraine est une puissance économique. Ils sont le premier producteur mondial de tournesol et du blé, du maïs, 5e producteur mondial, pommes de terre, 3e producteur mondial, etc. C'est une puissance économique. Et donc, la Russie a tout intérêt à mettre son grappin sur l'Ukraine. D'accord. Voilà donc aborder les deux premiers sujets. Nous allons pour le tout dernier. Nous parlons religion, l'Église face aux abus sexuels en France. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a rendu public son rapport, un rapport accablant. Il indique qu'entre 1950 et 2020, plus de 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres pédophiles. Quel est ce mal profond qui, dans le silence et pendant longtemps, ronge l'Église? Comment expliquer de telles déviations dans le corps du Christ et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre au grand jour ces crimes sexuels dans l'Église? On en parle juste après cette vidéo. Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dévoilé ce matin, est accablant. Entre 1950 et 2020, 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres pédophiles. 330 000 si l'on compte les victimes de laïcs travaillant pour l'institution. Tout cela sur fond d'omerta. Il y a eu surtout un ensemble de négligences, de défaillances, le silence, une couverture institutionnelle qui ont présenté un caractère de systémique. Pendant près de 3 ans, les membres de la commission ont enquêté dans les diocèses et les archives jusqu'à retrouver la trace de prédateurs sexuels. Des noms apparaissent qui témoignent de difficultés avec les enfants. Et donc à partir de ces indications, nous allons pouvoir remonter un certain nombre de trajectoires qui vont nous conduire probablement dans les diocèses d'origine de ces prêtres-là. Des victimes se sont aussi faites connaître comme ces 3 anciens pensionnaires d'un établissement catholique. Derrière ces grilles, ils étaient à la merci de leurs agresseurs. Quand l'idée leur prenait, ils venaient nous chercher. Et en temps, je t'ai pas vu, toi, il vient. Et ils nous emmenaient dans leur chambre. Quel est donc ce mal profond qui ronge l'Église? Pourquoi autant de pédophiles dans ses rangs? Les représentants des institutions religieuses ont demandé pardon aux victimes ce matin en exprimant honte et effroi. L'Église, les instituts religieux auront laissé abuser, profiter de la vulnérabilité. Ils y auront participé. Alors comment réparer? Des indemnisations peuvent-elles suffire? Transparence, formation des prêtres, comment l'Église doit-elle se réformer? L'Église doit-elle se réformer? Entre 1950 et 2020, plus de 216 000 mineurs ont été victimes de prêtres pédophiles. La question est donc de savoir pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre au grand jour ce mal, ce crime qui accable l'Église. Bon, il faut penser que c'est l'Église catholique. Oui, absolument. Il faut préciser que c'est l'Église catholique, donc il ne faut pas aussi généraliser. Vous avez affaire à des êtres humains. Justement, on ne généralise pas, mais ce sont des faits aussi en dehors de l'Église catholique, même aujourd'hui dans les églises évangéliques protestantes, on retrouve les mêmes questions d'homosexualité. Je le rappelle, vous avez affaire à des êtres humains. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans l'ensemble des appelés, bien sûr, il y a peu d'élus. Donc ceux qui ne sont pas élus seront donc des prédateurs sexuels. Parce que qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à agir contre un enfant de 12-13 ans pour le violer littéralement? Et si ce n'est pas une pensée inspirée par le diable directement. Donc, quand on fait l'amalgame, on dira mais tous les prêtres sont mauvais, tous les pasteurs sont mauvais. Non, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et les élus se distinguent par la qualité de leur vie. On reconnaît l'arbre par son fruit. Alors pourquoi ce silence depuis longtemps? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été aussi dévoilé aussitôt? Oui, mais parce qu'en fait, il y a quand même un effort de... D'abord, les gens sont déliés. Ceux qui étaient victimes ne se sont pas tués. Ils ont voulu s'exprimer. Et puis, ce qu'il faut faire, on doit se louer le courage des Églises catholiques, il faut le reconnaître, des instances catholiques, d'avoir donc fait l'effort d'exposer grand jour le mal qui a été fait à ces personnes qui sont maintenant âgées, mais qui subissent encore le traumatisme. Donc je pense qu'on doit quand même, on doit le reconnaître. Quand on a tort, on le dit, et je reconnais que ça, c'est une force qu'on peut reconnaître catholique, d'être allé, je veux dire, peut-être poussé par les faits, mais au moins ils ont le courage de reconnaître qu'en leur sein ou en son sein, il y a encore des personnes qui ont été donc des prédateurs sexuels. Alors est-ce que cette situation relance le débat du célibat des prêtres, Dr Maté?
Oui et non. Oui, parce que on se dit que ça va apaiser. Mais la question qu'on se pose en même temps, non, est-ce que on a bien des personnes qui sont mariées, mais qui ont des déviations sexuelles? Et ce dont on parle également, quand on parle de pédophilie, etc., les gens vous citent certaines religions où on marie les enfants à 8 ans. Non, je ne veux pas dire le nom. Donc, on marie les enfants à 8 ans. Donc, c'est le oui et le non. Et ça a été le grand débat au sein de l'Église catholique. Est-ce que ça va résoudre le problème? Puisque nous avons plus survécu jusque-là. Et moi, en tant qu'économiste et statisticien, je vais dans les nombres et je me dis, ces prêtres qui ont commis ces choses, première, combien ils représentaient en termes de pourcentage? Selon les statistiques du Vatican, aujourd'hui, on est autour de 50 000 prêtres. Je ne pense même pas qu'ils représentent 1%. Mais les victimes, quand même, sont à 216 000. Oui, les 1% en ont fait beaucoup. Voilà, justement. Donc, ils en ont fait beaucoup. Et en même temps, la deuxième question, au-delà du pourcentage, qui est infime de ces prêtres, qu'il faut, je suis contre cela, il faut bannir cela. Et aujourd'hui, les catholiques se disent que ça se fait aussi ailleurs, dans d'autres démembrements de la christianité, où on voit dans les églises protestantes, on voit également des abus sexuels, etc., et qui ne sont pas autant portés en avant que celui des prêtres. Professeur Gadji, est-ce que cette situation relance le débat du célibat des prêtres? Je pense que c'est à l'Église catholique de revoir sa doctrine. Comme c'est une doctrine, bon, la Bible déclare que l'homme qui tient son père, sa mère s'attache à sa femme. Est-ce que la question se pose? Oui, mais vous voyez, on peut être marié et peut être aussi dans les déviations. Certainement, l'Église catholique doit certainement revoir sa doctrine si, bien sûr, cela se pose. Et comme ce plan biblique, il n'y a pas d'opposition à ce qu'un homme se marie, mais ils ont bien compris que c'est ce que l'apôtre Paul avait décidé de ne pas se marier. Et il a fait vœu de célibat. Il est resté jusqu'à sa fin. À la fin de sa vie, c'est ce choix qu'ils ont fait. Mais il revient donc aux prêtres catholiques, en tout cas au Vatican, de décider s'il faut absolument, revoir le fonctionnement de la mission des prêtres, les mariés, enfin autoriser qu'ils se marient ou pas. Mais ça a eu de voir ça. D'accord. Mais si j'aurais été catholique, je militerais en faveur du mariage des prêtres. Honnêtement, quoi. Enfin, l'option serait ouverte. Que ceux qui se marient et qu'ils soient prêtres, ceux qui ne veulent pas, qui ne se marient pas. Voilà, ce serait plus simple comme ça. Voilà, dernière question pour en finir donc avec ce premier plateau de e-décryptage pour 2022. L'homosexualité, le mariage du même sexe célébré également dans des congrégations protestantes et évangéliques. Professeur, vous qui êtes homme de Dieu, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais nous sommes dans la Bible. Hein. On dit l'iniquité va grandir. L'iniquité va grandir. Les gens seront ingénieux au mal. Il est bien ingénieux au mal. On ne doit pas s'étonner. Et il va y avoir un moment donné où la pression sera très forte. Hein. C'est-à-dire que ceux qui vont s'opposer systématiquement à cela vont être poursuivis. Ça a commencé déjà aux États-Unis, en Europe. On ne peut pas critiquer l'homosexualité. Vous parlez d'homophobie. Non, c'est clair. Donc, nous sommes en plein dans l'accomplissement des principes bibliques. Donc, on doit être beaucoup plus fort et nous affirmer. Mais en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible parle du mystère de l'iniquité. Ça, c'est dans Thessaloniciens. Nous sommes dans la manifestation du mystère de l'iniquité. Ce n'est que le début. Il va y avoir une vraie violence contre l'Église par rapport, bien sûr, à l'acceptation de l'homosexualité. Ce qu'on doit faire, on doit dire non. Même si on doit perdre la vie, on dira non, on ne peut jamais l'accepter, ni aujourd'hui, ni demain. Docteur Maté? Mais bien sûr, je partage cela, mais je voulais rapidement dire, sur mon intervention précédente, que le nombre de prêtres dans le monde, c'est au-delà de 400 000, pas 50 000, mais 400 000 prêtres. Je pense que l'homosexualité, c'est un vrai défi pour le christianisme aujourd'hui. Et on a interrogé des pasteurs qui étaient supposés être des hommes de Dieu affermis aux États-Unis, comme T.J. Jakes, etc., sur l'homosexualité, ils n'ont pas pu répondre. Ils ont tourné autour du pot jusqu'à la fin. Et beaucoup de chrétiens se sont élevés contre cela pour se dire, mais pourquoi vous ne prenez pas position? Pourquoi vous avez peur? Selon vous, pourquoi ils n'ont pas pris position? Non, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que, comme il le dit aujourd'hui aux États-Unis, tu peux être poursuivi un peu si tu parles d'homophobie. Si tu es homophobe, tu dis c'est pas bon, on te poursuit. Mais on a vu quand même des gens commencer à se lever aux États-Unis pour dire non, c'est pas bon. Tu n'as pas le droit de le dire. Mais moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, que ce soit les chrétiens, puisque c'est déjà rentré dans beaucoup d'églises qui célèbrent même
au niveau des églises catholiques, méthodistes et tout, qui célèbrent le mariage entre des personnes du même sexe. Mais la Bible est très claire là-dessus. Donc, il faut former nos enfants, il faut éduquer nos enfants, puisqu'aujourd'hui, même des dessins animés pour les enfants, on parle déjà d'homosexualité dans ces dessins. Ça, c'est grave. Des déviations, D'accord. que c'est naturel. On a pratiquement Voilà, que c'est naturel, il faut comprendre. Il faut lutter comme ça, il faut éduquer nos enfants. Merci. Et il faut prêcher comme ça. D'accord. Merci infiniment, cher consultant. Je rappelle que nous avons abordé au cours de cette émission 3 sujets. La question malienne, la crise ukrainienne et l'Église face aux abus sexuels. Nous recevons donc sur ce plateau 2 consultants de matière grise africaine. Docteur Samuel Maté, il est économiste et professeur d'économie et conférencier international. Et professeur Gadi Abraham, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire du droit public, directeur du laboratoire du droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci infiniment et on se retrouve dans 15 jours, amis téléspectateurs. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Merci.